Droit de réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la tragédie de Ngarbou avec la publication de la synthèse du rapport d'enquête commandé par le président de la République. Un rapport dans lequel, note Cameroun Tribune, le président de la République prescrit l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée et tous les militaires ayant participé à l'opération du 13 au 14 février 2020, une opération qui a débouché sur la mort des victimes civiles, notamment des femmes enceintes et des bébés. Le rapport prescrit également l'arrestation et l'ouverture d'une poursuite judiciaire contre 3 éléments des forces de défense et de sécurité, entre autres, et le journal Mutation de conclure que le pouvoir plaide coupable. Pour la nouvelle expression, en reconnaissant la culpabilité de l'armée dans les tueries de Ngarbou, Paul Biya désavoue à Tangandi. Le ministre de l'administration territoriale avait déclaré au lendemain des tueries de Ngarbou que l'armée n'avait commis aucune bavure. Il était allé plus loin en menaçant les ONG et les médias qui avaient enquêté sur le sujet, les accusant de tentatives de déstabilisation du Cameroun. Le quotidien Le Messager lui recommande tout simplement à Tangandi et aux autres ministres membres du gouvernement qui avaient nié la responsabilité de l'armée et surtout jeté l'opprobre sur les enquêteurs de démissionner. En auront-ils le courage ? Ou vont-ils continuer à travers leurs multiples bourdes à déshonorer le gouvernement de la République ? Un gouvernement confronté aujourd'hui à la gestion d'une crise sanitaire sans précédent, la propagation du coronavirus au Cameroun, alors que le journal Émergent fait observer lundi dernier qu'en 48 heures, le nombre de décès de Covid a doublé. Le ministre de la Santé publique soutient que le Cameroun maîtrise la situation. Et sur le terrain, de nombreuses plaintes sont enregistrées chez les populations sur l'accueil des potentiels malades et surtout la prise en charge des patients confirmés de coronavirus. Au cours de la récente visioconférence des membres du comité interministériel de suivi de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, observe Cameroun Tribune, de nouvelles directives sur la lutte contre la pandémie ont été données. Limiter la propagation de la pandémie en milieu carcéral, approfondir la réflexion sur les modalités de déploiement des élèves et des étudiants dès la reprise des cours, une reprise des cours annoncée pour le 1er juin, alors que 11 jours plus tôt, la célébration de la fête nationale est annulée. Faut-il y voir de l'incohérence ou une diversité d'approche dans la compréhension des mesures gouvernementales ? Peut-on parler d'une gestion tatillonne de la crise sanitaire, une gestion plombée par une cacophonie dans la communication gouvernementale selon certains, ou faut-il y voir plutôt une incompréhension de la stratégie gouvernementale en matière de riposte contre la pandémie du coronavirus ? Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau de droit des réponses ce dimanche 26 avril 2020. Maître Roland Diou, bonjour. Bonjour Monsieur Fangwa, bonjour à mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox de droit des réponses que je retrouve toujours avec le même plaisir et je vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait de votre invitation. Maître Roland Diou, avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Maître Julius Achou, bonjour. Bonjour Duval, bonjour, n'est-ce pas, les co-panélistes, surtout Maître Gio, mon confrère. Vous savez que de nos jours, les avocats sont en train de tomber un après l'autre lorsqu'on se rencontre. C'est un moment de choix. C'est que nous avons encore la grâce de Dieu d'être là, n'est-ce pas, pour participer à cette émission. Bonjour M. Kanga, c'est un plaisir. Et bonjour Cameroun. Maître Julius Achou, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Edmond Kambia, bonjour. Bonjour Duval Fangwa. Merci d'être là. C'est toujours avec plaisir que je reprends présent à cette émission. Vous êtes journaliste, éditorialiste à La Nouvelle Expression et bien évidemment consultant sur le droit des réponses. Et je renouvelle mes amitiés et mon affection aux téléspectateurs fidèles de cette émission. Dans le courant de cette émission, nous aurons également en ligne Maître Agbor Balankongo, qui est avocat au barreau du Cameroun et qui est surtout défenseur des droits de l'homme. Il dirige une ONG qui a enquêté sur le massacre ou la tragédie de Ngarbou. Avec lui, donc, nous essayons de voir quelle est la lecture qu'il a du rapport qui a été rendu public par la présidence de la République
sur la tragédie dans cette localité du nord-ouest du Cameroun. Maître Julius Achou, je commence avec vous. Il y a donc cette synthèse du rapport qui a été rendu public au courant de la semaine qui s'achève, un rapport qui revient sur la tragédie du Gbagbo, un rapport qui avait été commandé par le président de la République. Quelle est votre lecture de ce rapport? Je pense que la vérité est en train de jaillir d'après ces rapports, parce que j'ai été parmi ceux qui ont demandé qu'il y ait eu une enquête avant de prendre position, avant de dire pour éviter de dire de n'importe quoi. Et j'ai estimé qu'avec cette prescription du chef de l'État, qui a ordonné qu'il y ait une enquête approfondie soit faite, la vérité est en train de jaillir. Qu'à cela ne tienne, je crois que le communiqué qui est sorti à l'issue, n'est-ce pas, de cette enquête, a seulement expliqué un certain nombre de faits de façon sommaire. Et en tant que juriste, j'aimerais, n'est-ce pas, je vais demander au procureur chargé du dossier de me faire parvenir une copie pour que je puisse avoir un peu plus de détails. Vous savez que l'enquête en matière pénale, en matière criminelle, est secret. Tout est dit, tout ce qui est obtenu ne doit pas être fait, n'est-ce pas, en public, ne doit pas être fait l'objet, n'est-ce pas, d'une discussion en public. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir certaines choses dans le dossier, probablement dit que le public ne serait pas en mesure de comprendre tant qu'il n'y a même pas une procédure, n'est-ce pas, en public. Donc certaines choses vont se dire, certaines questions vont se poser pour que les gens puissent mieux comprendre de quoi s'agit-il. Alors, quand vous dites que la vérité est en train de jaillir, est-ce qu'il faut sous-entendre qu'il y a eu des mensonges autour de cette affaire? Non, je ne peux pas dire qu'il y a eu des mensonges. Il faut comprendre que lorsque vous êtes un ministre de la République, vous devez avoir confiance, n'est-ce pas, à vos subordonnés. Cela veut dire, lorsque un rapport vient, n'est-ce pas, du terrain, pour monter jusqu'à votre niveau, vous devez avoir confiance de vos subordonnés en disant que voilà, quelqu'un qui est sur le terrain qui m'a dit voilà ce qui s'est passé, il faut que je le relaie. Je crois que ces ministres ont dû, parce qu'on dit la vérité, vous voulez faire mention à ce que les ministres ont déclaré, ils se sont basés sur ces rapports biaisés, n'est-ce pas, provenant, n'est-ce pas, des gens qui étaient sur le terrain. En matière administrative, je sais que très souvent il y a des erreurs. Ça arrive. Un reportage peut être fait qui n'est pas conforme. Je me rappelle même, il y a cela quelques années, les journalistes avaient même, n'est-ce pas, protesté contre un ministre qui les avait donné des fausses informations. Ça arrive. Ça peut arriver à tout le monde. Lorsqu'on dit mensonge, entre guillemets, je pense que c'est plus que ça. Parce que si la personne qui est sur le terrain veut mentir à sa hiérarchie, donc c'est là qu'il y a le non-respect des normes dans ce pays. Ça ne va pas. Maître Roland Diou, on a parcouru quelques journaux cette semaine. La nouvelle expression, le Messager, entre autres, parle du désaveu. Paul Biya désavoue ses ministres. C'est le cas de le dire? Paul Biya désavoue ses ministres. J'aurais plutôt tendance à être prudent une fois ce rapport publié. Et ma prudence est commandée par quelques éléments dont mon confrère a fait cas tout à l'heure. Si on doit faire confiance à ses subordonnés, est-ce qu'on ne devrait donc pas aussi considérer que entre la parole du subordonné et la parole de la hiérarchie, il faut bien qu'on se dise qu'est-ce qui est la vérité? Parce que nous avons affaire là, d'une part, à une communication qui, dit-on, c'est basée sur la parole des subordonnés en qui il faut avoir confiance, plus tard démentie par la parole de leur chef. Deux informations de la même administration sur le même fait. Et je rappelle à notre mémoire à tous que ce n'était pas une seule communication jusque-là. On a vu la sortie du ministère de la Défense, suivie par celle du ministre de la Communication et enfin celle du ministre de l'Administration territoriale. Tout ça sur la base des informations reçues des subordonnés, dit-on, dont il faut avoir confiance. Plus tard, maintenant, on nous apprend qu'il y a une enquête. De quel type d'enquête? Et ça me permet de peut-être ne pas partager l'avis de mon confrère lorsqu'il estime qu'il y a des informations qui, à ce stade de l'enquête, ne devraient pas être connues du public. Je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il évoque le principe du secret de l'enquête judiciaire. Mais sommes-nous déjà dans le cadre d'une enquête judiciaire? Il me semble bien que non. En tout cas, le président de la République, même de fait,
n'instruit pas des enquêtes judiciaires. Il demande à la justice de se saisir quand c'est le cas, et c'est quand celle-ci aura mis en mouvement l'action publique qu'on pourrait être dans ce cas de figure. Pour l'instant, il nous semble que c'est une enquête plutôt administrative ou disons interne. Maintenant, sur le sentiment général que tout cela dégage, ça renforce, ça conforte le sentiment de défiance que peut avoir un citoyen lambda comme moi. C'est-à-dire celui de se poser la question de savoir quel crédit peut-on encore donner à la parole du gouvernement? Quel crédit peut-on encore donner à la parole des ministres de la République? Et c'est la nouvelle expression qui, cette semaine, écrivait la parole gouvernementale dans la boue. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que la parole du gouvernement se retrouve dans des endroits peu recommandables. Vous savez, les temps sont un peu graves pour qu'on rappelle tous les exemples passés où justement la parole du gouvernement s'est retrouvée en train d'être contrariée par la vérité des faits. Je vais prendre simplement, si on s'arrête sur des cas, on va dire, purement périphériques par rapport à la question de fond qui nous concerne. Si on parle de la CAN, il y avait des gens qui s'étaient engagés à ce qu'elle ait lieu le jour dit. C'était toujours la parole la plus officielle qui a été contredite plus tard par les faits, etc. Donc, je veux dire qu'on est quand même dans un environnement où il est difficile de prendre pour argent comptant ce que le gouvernement nous dit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, lorsque le professeur Maurice Kamto, le président élu, a réagi au courant de cette semaine à la suite de ce rapport, il a appelé à ce que justement que nous nous mettions dans la logique d'avoir des résultats non discutés, que nous puissions garantir que la vérité soit effectivement dite dans le cadre de cette affaire de Ngarbou. Et la meilleure manière de le faire, c'est de faire recours à une enquête indépendante. Le mieux serait que cette enquête indépendante soit chapeautée, soit conduite par notamment les organisations internationales partenaires du Cameroun, comme l'Union africaine, comme les Nations unies, qui d'ailleurs sont coutumières de ce type d'enquête-là lorsque justement il se pose un problème de confiance. Je précise que la confiance est d'autant plus que ceux qui sont impliqués, c'est quand même les militaires de l'armée camerounaise. Celui qui enquête, c'est le chef des militaires. On peut légitimement penser qu'on est dans une posture de juge et de partie, surtout qu'il peut y avoir, je souligne, il peut y avoir des responsabilités à d'autres niveaux que seulement au niveau de ceux qui étaient sur le terrain en Ngarbou. Edmond Kamgia, en parcourant les unes de la nouvelle expression cette semaine, il y a une ou deux unes qui nous ont marqué. D'abord, Paul Biya désavoue ses ministres, et puis, plus loin, je crois, la parole gouvernementale dans la boue. Oui, Duval Fangwa, et ces manchettes-là sont travaillées. Ce sont des manchettes qui correspondent à la réalité que nous avons vécue, que nous avons analysée et pour lesquelles on a, pendant de nombreuses semaines, fait un compte rendu. D'abord, la parole du chef, la parole gouvernementale dans la boue. Parce que cela pose effectivement la question de la crédibilité de la parole gouvernementale, c'est-à-dire des membres du gouvernement. Est-ce que la parole d'un ministre au Cameroun est encore crédible? Pour l'affaire de Ngarbou, puisque nous parlons de l'affaire de Ngarbou, on a vu une série de ministres prendre position sur le sujet lorsque l'affaire a éclaté et que la presse en a rendu compte. On a vu des ministres défiler et donner leur point de vue, leurs opinions sur le sujet. D'abord, on a vu le ministre de la Défense qui a réagi et qui, il faut le souligner, a davantage, à travers le conditionnel qu'il a très souvent utilisé dans sa réaction, réagit un peu comme un journaliste qui prendrait des réserves par rapport à une situation. Parce que lui, c'est celui qui a le plus utilisé le conditionnel. Il y a eu ensuite le ministre de la Communication qui a pratiquement, en s'inspirant de la réaction du ministre de la Défense, réagi sur Ngarbou en donnant le même nombre de morts, 5 morts, parce que c'était ça le nombre de morts des différents ministres qui sont succédés, mais en utilisant son style qui lui est propre et qui n'est pas, il faut le dire, par rapport aux différents sujets sur la question des droits de l'homme, qui a été assez dur par rapport à ce qu'on nous apprend aujourd'hui comme étant la source d'un rapport biaisé.
On va revenir sur cette question de rapport biaisé. Il y a eu également le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, et je dois dire, c'est le ministre qui aujourd'hui focalise l'attention de tout le monde, de l'opinion publique nationale et internationale et même de la presse. Et quand nous parlons de la parole gouvernementale qui est dans la boue, nous pensons principalement au ministre de l'administration territoriale, mais aussi au ministre de la Communication qui a relayé les propos du ministre de la Défense. Quand nous disons qu'il s'agit principalement du ministre de l'administration territoriale, c'est parce que c'est quelqu'un qui cumule quand même deux fonctions importantes. En dehors d'être ministre de l'Intérieur, comme on le dirait dans un pays, dans un grand pays de démocratie, le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui est véritablement au niveau de l'administration territoriale. Mais la seconde fonction qu'il occupe est encore plus importante au niveau de la présidence de la République. C'est le secrétaire permanent, n'est-ce pas, du Conseil national de la sécurité. C'est-à-dire celui qui coordonne au niveau le plus élevé les informations en ce qui concerne la sécurité nationale. C'est-à-dire c'est celui-là qui devrait avoir une parole qui ne ferait l'ombre d'aucun doute. Malheureusement, de tous les ministres qui se sont succédés et qui ont pris la parole sur Ngarvou, c'est celui qui a la parole la plus controversée. Qui plus est, c'est le ministre qui a tenu des propos graves concernant certains médias, dont Equinox Télévision. Et à ce propos, Edmond Kangya, justement, on a remarqué que après la publication du rapport, je veux dire après la publication des enquêtes qui ont été faites par des ONG et avec un compte rendu qui a été fait par Equinox Télévision, il y a eu des menaces du ministre de l'administration territoriale. Mais on a remarqué que Equinox est resté serein, tout à fait, est resté droit dans ses bottes. Qu'est-ce qui fonde cette sérénité? La sérénité du groupe La Nouvelle Expression et notamment d'Equinox Télévision, c'est la vérité des faits. Nous avons été sereins de bout en bout sur le dossier Ngarvou, que nous pouvons dire ici être les seuls sur le plan de la radio et la télévision à être descendus sur le terrain, à couvrir l'information, à ramener des événements, à ramener les faits, à avoir écouté des personnalités, à avoir écouté les populations et avoir rendu compte d'un certain nombre d'informations qui, d'après le communiqué qui rend compte du rapport de conclusion, nous donne raison. Mais je dois dire que nous sommes à moitié satisfaits. Les conclusions de l'enquête nous donnent raison, mais nous sommes à moitié satisfaits parce que ça ne correspond pas à la réalité que nous avons vue sur le terrain, à la réalité des témoignages observés. Ça ne correspond pas totalement, je veux dire. Mais une bonne partie de ce que nous avons annoncé figure dans le communiqué des services de la présidence de la République. Vous permettez que je vous interrompe une minute, le temps d'avoir en ligne Maître Abor Mbala. Maître Abor Mbala, bonjour. J'espère que la communication va s'améliorer. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous êtes surtout responsable d'une ONG de défense des droits de l'homme. Vous avez parcouru la synthèse du rapport d'enquête publié par la présidence de la République sur la tragédie de Ngarvou. Est-ce que, et dans un tweet, vous avez indiqué que vous êtes satisfait, en tout cas, que ce rapport vous donne raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'entièreté du contenu de ce rapport rendu public par la présidence de la République? Well, you see, the first thing is that a government does something right, you have to encourage the government to congratulate them for what they've done and to ask them to do better. I think we should rise above the position that we just criticize everything coming out from government. If you follow the report and follow the reaction from Human Rights Watch, from United Nations, the British and the French and the EU, everybody is kind of contented with the fact that government for once accepted responsibility. But we need to go beyond the acceptance of responsibility. There is a need, for example, the report talked about the fact that they would bring justice perpetrators of this crime.
But we would go further to say that when you bring these perpetrators to justice, you need to ensure that the trials are free and that the survivors or their relatives should be able to leave Gabo and come to Yaoundé. How can that be done? Government needs to provide transportation and lodging in Yaoundé, but also to ensure that the trial is open to the public. Two of my colleagues are on the panel, and all of them would acknowledge the fact that trials are supposed to be public. For exceptional reasons, it could be done in Capra. Because the report is already out, I don't see any reason why it will be done in public. It means that the victims and their survivors and their relatives should be able to be granted unfettered access to follow the trial. Because like somebody who has gone through the trial at the military court, you would realize that at times it's not easy for people to follow the trial. I wish the trial was done in Meda, where we have a military court, where the survivors are, because it would in a way be able to help them. Because the report clearly talks about the fact that it will be done in Yaoundé, I have accepted that it should be done in Yaoundé, but also that it should be open to the public. Secondly, also, we talked about the fact that exhuming their corpses and giving them a decent burial. I think that is a good thing. If you follow the jurisprudence of the African Commission on Human and People's Rights and also the jurisprudence in the Inter-American Commission, these are measures which have been taken in place in cases where they have found human rights violations violated. Mais au-delà de ça aussi, il faut que aussi le gouvernement mette en place, on peut nommer les rues sur le nom de victimes CAP, et ce n'est pas seulement pour donner l'argent, mais pour aider les familles. On peut aussi décider d'envoyer les enfants des victimes à l'école. Le gouvernement doit prendre en charge de ça. Il faut que aussi les trucs comme l'eau et l'électricité, le gouvernement va aider les populations de Gabo pour avoir l'eau et l'électricité. Ça va aussi aider la réconciliation. Alors, on va retrouver Maître Agbor Mbala dans quelques secondes, le temps de rétablir la connexion avec cet avocat. Edmond Kamga, tout à l'heure, avant de revenir à Maître Julius Achou, vous étiez en train de développer tout à l'heure sur la notoriété du groupe La Nouvelle Expression, qui est un journal quand même qui date de plusieurs décennies et qui s'est illustré depuis lors par son professionnalisme et la qualité de son travail, et qui aujourd'hui peut fonder la sérénité qui l'a caractérisé pendant cette période difficile, tenue par le ministre de l'Administration territoriale, entre autres. Oui, il faut le dire. Je disais tantôt que nous sommes à moitié satisfaits, parce que nous aurions été totalement satisfaits si les informations qui ont été rendues publiques par le secrétaire général à la présidence de la République correspondaient à ce que nous avons vu et entendu sur le terrain. Sous réserve de lire la totalité du rapport, puisque ce n'était qu'une synthèse que l'on voyait à travers le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, sous réserve de lire la totalité du rapport pour que cela lève un certain nombre d'ambiguïtés, un certain nombre de malentendus, notamment sur la question du nombre de morts réels. Parce que si on s'en tient simplement à ce qu'on l'a lu, on voit 10 enfants, on parle de 3 femmes décédées et 10 enfants tués. Cela signifierait que pour le gouvernement, on est passé de 5 morts, il y a une évolution, on serait passé de 5 morts à 13 morts. Or, les informations en notre possession, qui ont été d'ailleurs confirmées par des ONG nationales et internationales qui ont travaillé sur les sujets, sont constantes sur le fait qu'il y a eu une 20aine de morts en Garbou, sur la question des morts. Maintenant, si c'était possible que je revienne sur la notoriété de La Nouvelle Expression pour rappeler des affaires sur lesquelles La Nouvelle Expression a fondé sa crédibilité. Il y a 3 affaires. Je parlerai il y a l'affaire Sélucan en 92, il y a eu l'affaire Kamekru, 92-93, il y a eu en l'an 2000 l'affaire du poisson d'avril. Si c'est possible que j'en parle, ce serait volontiers. Vous allez développer ça tout à l'heure pour ne pas monopoliser. On revient à Agbor Mbala avant de revenir à Maître Achou. Maître Agbor Mbala,
vous avez semblé donner quelques indications tout à l'heure sur les prescriptions du chef de l'État, mais je voudrais savoir, nous avons reçu sur cette antenne Hilaria Legrosi de Human Rights Watch qui a indiqué qu'elle n'est pas satisfaite sur au moins 2 points. Premier point, la question du nombre de morts, et deuxième point, les conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulée dans la nuit du 13 au 14 février 2020. Est-ce que vous partagez cette inquiétude, cette appréhension? On avait dit qu'il y a 27 personnes qui sont mortes. Donc le gouvernement a dit que c'est très... Moi, je ne suis pas content avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il faut que aussi, on doit être réaliste. Le gouvernement a fait quelque chose de bien. Donc on le félicite, mais on demande qu'il doit faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Because if you look at the comments from Human Rights Watch, you see, I'll give you an example. The commission that was created to investigate Darfur by the United Nations came out with the fact that there was no genocide, okay? That was a UN-created commission. It was scandalous, but those who were there, they based on the facts. I disagree with government because I still hold the view that 27 people were killed. I still think that the process would have been more open. But now that the report, and we are still waiting for the complete report because we just have a summary of it. Now that is out, we need to at least build confidence. That's the process with advocacy. Acknowledge what they have done, thank them for doing it, and then keep on putting pressure, because we are talking about Ngabu because the people, the international community and local NGOs put pressure on government. I will tell you that after Ngabu, we have had about 27 other massacres in the southwest and the northwest, okay? That Ngabu with 27. So, I am looking already beyond Ngabu. Il doit créer une mission d'enquête. Ce n'est pas seulement pour ce que le gouvernement a fait, mais aussi pour les séparatistes. Because both parties of this country have committed crimes which are very heinous and are crimes against humanity. So as we are talking about Ngabu, we should not only focus on Ngabu. We should look at Benka. We should look at we should look at Kwakwa. We should look at all what has happened. And because if we want to come out from this situation, if we have to have a translation someday, we need peace and justice. We need to be able to look at what happened in the last year. Ngabu, I say it's 27. I still think that more could have been done. I would say, I would congratulate the government a step in the right direction. It's just a battle that has, but it's not the war. The entire war will be won when justice is meted out to the victims who have died, to their families, and to the societies also whose rights have been violated. Réaction, Maître Julius Achou, sur ce premier jet de Maître Agbombala? Oui, je pense qu'il a raison. Il a raison dans le fait qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, oublier que vraiment nous allons parler des morts. Il ne faut pas que ça soit politisé. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Que les gens ont perdu la vie pour des raisons qu'on doit connaître. Il est aussi normal que il ne faut pas qu'on prenne Ngabu pour faire que c'est comme si c'est un incident isolé, alors qu'il y en a d'autres plus graves que ça. Et vous savez, dans ce genre de choses, lorsque les gens meurent vraiment, ça me touche au cœur. De telle sorte que lorsqu'on voit comment on veut politiser ça, je suis un peu effrayé. Parce que les gars sont décédés, ils sont enterrés de façon bizarre. Le sang a coulé et il y a des victimes qu'on doit regarder, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux-là? On ne parle pas de ça. On veut seulement montrer que le gouvernement a fait une erreur. Non. Je suis d'accord avec le maître, mon confrère Agbombala, parce qu'il veut qu'on se lève plus que ça. On dépasse ce niveau de critique. On essaie de voir dans quelle mesure on peut soit améliorer, ou bien faire de telle sorte que les choses comme ça ne se passent plus. Quand on commence à attaquer des personnes, tel ministre a dit ceci. Pourtant, Maître Julius Achou, on a l'impression que la gestion est éminemment politique. On se souvient qu'après la publication même de ce rapport,
il y a des hommes politiques qui avaient été menacés par le MINAT et on a eu l'impression finalement que c'était une question vraiment politique. Vous utilisez le mot menace, c'est trop. Il n'a pas menacé. À mon avis, il a seulement dit, voilà ce que j'ai reçu et je vous donne. Quand vous parlez de menace, vraiment, moi, je ne peux pas apprécier ça parce qu'il n'a pas menacé. Il a seulement dit, d'après les rapports qui me sont parvenus, voilà ce qui se passe et d'après mes informations. Ok. Quand vous parlez de menaces... Moi, je parle des ONG et puis des médias. Non, quand il a dit ce qu'il a dit. Moi, je ne peux pas juger un ministre. Il faut noter, je peux pas parce que je me souviens... Quand vous dites le mot menace, c'est un peu trop. Parce que maintenant, il faut se rappeler des mots qui avaient été utilisés par le MINAT. Maintenant, nous avons laissé l'essentiel. Non, c'est important. Non, je vous pose la question. Oui. Parce que si à côté de Ngarbou, il y a d'autres situations aussi tragiques que celle-là, ça veut dire qu'il faut enquêter. Pour qu'on enquête, il faut qu'il y ait la transparence. Pour qu'il y ait transparence, je crois qu'il faut qu'il y ait la vérité. Vous savez, votre transparence n'est pas transparente, je l'aime bien. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il te plaît? Allez-y, maître. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Oui, no, I think those who spoke against the government, they were threatened. I'll give you an example. When I made a statement, Minister Momo came to my Facebook page and attacked me personally that I was supporting the separatist and that they could arrest me for trying to prevent and shield those who had committed the crime. So in a way, it was psychological. Even when the government, surrogates of the chief saw the post to paper that accused myself, Santo, and Keremu for trying to destabilize the country, it was psychological because my friends and family were calling me, they were worried about me, and he affected me away. So I don't that government, those who were responsible for the attack, real or imaginary, they should apologize to civil society organizations, should apologize to us, they should apologize to human rights Human Rights Watch also, because what they said against us, in a way has to bring our image into disrepute. So something has to be done. It just cannot be business as usual. When the Minister of Territorial Administration threatens civil society organizations, accuses us of receiving money to destabilize the country, just based on the statement that we made in Gabo. I think also it's unfair from the fact that all of us are citizens of this country. Nobody is bigger than control, whether it's Asankanchi or it's Sabia or it's Mr. Kampo. None of them are bigger than this country. All of us are citizens of this country, and we need a basic respect. So if the minister has eaten humble pie, government has accepted that with the response, it is important on this minister to apologize to us and in a proper world, in a country where things work on that statute, we know that certain ministers will either resign or dismiss the government. Okay. Because they are tarnished made of the government. But unfortunately, we live in a country where resignation is the exception, not the. But I think that something has to be done. Heads has to roll. Those who have accepted, those who have been found guilty, they should at least, apologize to us. Ok, on revient à vous tout à l'heure, Maître Abourbala, mais avant de vous mettre la parole, Maître Olandjiou, sur cet aspect-là quand même, il y a beaucoup qui attendent des excuses, Maître Dulu-Sachou, sur ce qui a été dit. Il y a plusieurs façons de faire le mea culpa. Ce n'est pas tellement ce que vous voulez, n'est-ce pas, que ça soit fait. Oui, je vous dis une chose. À l'heure actuelle, mon confrère Abourbala, M. Kamgia et mon confrère Joe ont bien parlé de cet événement, ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils étaient là? Non. Ils sont basés sur des rapports, soit de leurs subordonnés, n'est-ce pas, de leurs employés, n'est-ce pas, pour dire ce qu'il dit à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que nous sommes en train de parler de ce que quelqu'un d'autre a vécu, et vous allez le dire comme si vous étiez là. Donc, il faut imaginer qu'à un moment donné, on vient démontrer que de ce que vous dites là, il y a eu des erreurs, il y a eu des mensonges ici, par là. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans tous les cas, moi, je ne veux pas que c'est pour venir autour de cette histoire, n'est-ce pas, nous faire rater l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Gabou, il y a eu une enquête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça soit fait. Il faut que la justice doit faire son travail. Il faut que les victimes soient compensées. Il faut que ceux qui sont enterrés soient déterrés pour que soit mieux enterrés dans les normes, et ainsi de suite.
C'est ça le plus important pour moi. Tout ce qui est autour, tout ce qu'on parle de tout là, pour moi, vraiment, ça n'a pas de sa place. Mais concentrons-nous de ce qu'il faut faire après ces rapports, malgré le fait que, bon, certains acceptent de moitié, ils ont satisfait à moitié, mais il faut renforcer le fait que on doit aller jusqu'au bout de ces logiques. Alors, Maître Roland Liu, il y a peut-être quand même de bons points dans ce rapport. On se souvient que certains journaux, cette semaine, ont indiqué qu'on doit féliciter le président Paul Biya pour la transparence dans la publication de ce rapport. Point positif, forcément, il y en a. Et nous savons tous qu'il faut toujours avoir de l'honnêteté intellectuelle quand on aborde les questions, notamment lorsqu'on est dans le débat public. Et c'est en cela que je suis totalement d'accord avec mon confrère Maître Akbo Bala quand il dit que oui, quelque chose a été fait. Mais je suis également d'accord avec lui, et c'est là où Maître Achou ne sera pas d'accord avec moi, quand il dit que la pression doit être maintenue pour que justement on aille au-delà. Et nous disons qu'il faut se concentrer davantage, non pas sur ce rapport, mais ce qu'il faut faire pour aller au-delà, précisément parce qu'autour de ce rapport, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'on n'a pas encore dit toute la vérité. Je ne vais pas revenir sur ce que M. Kamge a dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur ce que Mme Allegrosi, elle aussi, a dit. Tout le monde a quand même montré qu'il y a des réserves à avoir. Il y a même que cette reconnaissance de culpabilité, même si ce n'était que pour le seul fait d'un Ngarbou, démontre quand même que l'État du Cameroun reconnaît qu'il est possible que ces hommes puissent eux aussi commettre des exactions. C'est donc l'occasion d'ouvrir les yeux pour voir plus clair sur d'autres cas éventuels où l'on a souvent attiré l'attention sur la responsabilité du gouvernement. Mais moi, j'aimerais quand même faire une petite précision. La première précision, c'est sur les postures que nous pouvons avoir. La posture d'une organisation non gouvernementale, comme le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie, que coordonne mon confrère, est précisément celle qu'il défend. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'abord de s'assurer que ce qui a été reconnu soit effectivement implémenté, d'une part, et d'autre part, que d'autres choses puissent être faites pour aller davantage. La posture d'un tenant du pouvoir sera de minimiser, vous voyez, de minimiser ce qu'on pourra considérer comme étant des revers. Et c'est très bien ce que mon confrère Maître Achou fait sur ce plateau. C'est-à-dire que selon lui, il faut se concentrer sur l'essentiel. Mais je rappelle à l'opinion que l'essentiel selon lui, parce que lorsque ces événements ont eu lieu dans la nuit du 13 au 14 février, et que la presse en a rendu compte en son temps, l'essentiel à ce moment-là pour le gouvernement n'était pas au même niveau qu'il est aujourd'hui. Vous voyez donc que quand on parle de politisation, et c'est le troisième point que je voudrais aborder, il faut se garder de ceux qui crient les premiers à la politisation. Je crois que dans cette affaire, il y a beaucoup de politisation effectivement, mais elle ne vient pas forcément de là où on croit. Elle vient davantage de ceux qui veulent justement noyer le poisson. Et c'est pour ça qu'au début de mon propos, j'ai dit qu'il fallait avoir de la réserve. Parce que si précisément le gouvernement tente de politiser cette affaire pour donner l'impression qu'elle a fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'il n'y a plus rien à faire, alors c'est un problème. Cela peut également laisser suspecter qu'il y a peut-être une manœuvre derrière cette annonce de résultats de sanctions ou d'enquête, peut-être visant à couvrir ou à cacher d'autres responsabilités. Et encore une fois, je prends pour mon compte ce que mon confrère Bobala a dit. C'est qu'il faut maintenir la pression. Chacun en ce qui le concerne, les ONG de leur côté, les partis politiques de l'opposition de leur côté, pour que précisément on y voit beaucoup plus clair, qu'on puisse avoir la vérité des faits. On indique qu'un Ngarbou n'est pas le seul cas de massacre. Ça conforte la posture de ceux qui, depuis le début de la crise anglophone, disaient qu'il faut qu'on arrête ça, qu'il faut qu'on se parle, qu'il faut qu'on négocie un cessez-le-feu, qu'il faut qu'on arrête de s'entretuer. Aujourd'hui, on est en fait en train de découvrir les conséquences d'une guerre que nous avons laissé se nouer à nos portes dans notre pays pendant plus de 3 ans. Et on sera bien obligé, qu'on le veuille ou pas, de se dire la vérité. C'est encore pour cette raison-là qu'il est important que la vérité soit faite à travers
des mécanismes crédibles, des mécanismes qui peuvent donner à l'opinion publique le sentiment de confiance. Et quand je dis à l'opinion publique, ce n'est pas seulement à ceux qui font le débat public, c'est aux familles qui ont été victimes de ces massacres, de ces exactions, des populations civiles qui sont prises entre deux feux, le feu des forces nationales et le feu criminel des séparatistes. Si on ne veut pas faire des enquêtes sérieuses, comment est-ce qu'on pourra établir véritablement les responsabilités? Je crois que de ce point de vue-là, il y va même de l'intérêt du gouvernement en place d'accepter que justement une commission, une enquête, peu importe, mais pourvu que ce soit crédible, sérieux, soit mise en place pour effectivement faire la part des choses, dire qui a fait quoi, où et quand, et qui en sont les responsables. C'est de ça qu'il est question. Après cela, on pourra maintenant décider du mécanisme qu'on va adopter pour revenir à une situation normale. On a des exemples. L'Afrique du Sud a connu la commission Vérité-Réconciliation. Le Rwanda, après le génocide, a expérimenter une technique se basant sur des tribunaux coutumiers qu'ils ont appelés les gachacha. Il y a beaucoup, on peut choisir de les traduire simplement devant les juridictions. Et là, ce seront les juridictions soit nationales, soit internationales, parce que on peut se retrouver dans des situations de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, etc., etc. Il faut que le gouvernement accepte de jouer la carte de la transparence. Parce que sinon, jusqu'au bout, parce que sinon, vous n'allez pas empêcher qu'on ait l'impression qu'il y a une tentative d'écran de fumée à travers ce rapport qui, je dois le préciser, n'est pas coutume dans ce pays. Vous savez très bien qu'il y a tellement de cas pour lesquels le gouvernement lui-même a souvent prescrit ou dit qu'il engageait des enquêtes, mais des enquêtes qui n'ont jamais donné des résultats. Et donc, vous comprendrez que nous soyons plutôt prudents lorsque dans un cas comme celui-ci, on se précipite pour donner un rapport où on reconnaît d'ailleurs des responsabilités à des niveaux et d'autres. Alors, on va faire un autre tour pour évoquer les leçons qu'il faut tirer de Gbagbo. Et en cela, Maître Abouambala prendra la parole tout à l'heure peut-être pour nous donner des indications sur comment il entend, en tant que défenseur des droits de l'homme à travers son organisation, apporter peut-être sa contribution pour l'implémentation d'un certain nombre de recommandations que le président de la République a prescrit dans son rapport. Il a parlé de l'exhumation des corps des victimes en vue de leur donner aux frais de l'État une sépulture digne. Il a parlé du recensement des ayants droit et des victimes aux fins de versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées. Maître Abouambala répondra là-dessus tout à l'heure. Le temps peut-être pour Edmond Kamgia de terminer sur l'honorabilité, la respectabilité du groupe La Nouvelle Expression qui a été rétabli à travers cette synthèse du rapport d'enquête publié par la présidence de la République. Effectivement, La Nouvelle Expression, la radio et la télévision Equinox se sentent rétablis à travers ce que nous avons lu dans la synthèse du communiqué relatif au rapport de la conclusion d'enquête sur Gbagbo, parce que nous avons été menacés. Cela, je réponds à Maître Julius H, qui disait tantôt qu'il ne pense pas que qui que ce soit ait été menacé. Nous avons été directement menacés lors d'une conférence de presse par le ministre de l'Administration territoriale. Il nous a même cité, il nous a même traité de radio 1000 collines. Nous avons encore des extraits de cette vidéo, de cette conférence de presse. Et l'opinion publique nationale et internationale sait qu'Atangandi nous a cités. Et nous disons que et à ce moment-là, quand nous avons répondu, le PDG de ce groupe lui avait répondu le même jour en disant que nous ne sommes pas une radio-télévision 1000 collines. Il s'est sûrement trompé de médias. Il sait certainement quel média au Cameroun correspond au profil de Radio 1000 collines, mais ce n'est pas du tout Equinox Télévision, ni Radio Equinox, ni La Nouvelle Expression. Je ne reviendrai pas sur ce que le PDG a dit ce jour-là pour lui répondre, mais pour vous dire... au lieu de faire la synthèse de quelques cas importants qui ont marqué l'histoire du groupe La Nouvelle Expression, peut-être en quelques secondes avant qu'on... Je vais d'abord terminer sur la question de la menace et parler de l'image du pays avant de revenir sur les cas historiques. Je voudrais dire que le ministre de l'Administration territoriale, normalement, comme l'a suggéré à un moment donné Barista Congo Bala, devrait présenter ses excuses aux ONG internationales
Human Rights Watch, aux ONG nationales, y compris le REDAC, aux médias, y compris Equinox Télévision, le jour, qu'il a cité, qu'il a considéré comme étant des instruments de déstabilisation du Cameroun. Voyez-vous, il nous a même accusé d'avoir perçu 5 milliards. 5 milliards pour déstabiliser le Cameroun. C'est une accusation grave. C'est de la diffamation. Et quand c'est une personnalité, et je le rappelais tantôt, qui cumule des fonctions, y compris celle de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire c'est celui qui est le mieux placé pour avoir la bonne information, mais qui soit capable de diffamation, cela met en doute la parole, non seulement du gouvernement, mais de l'État du Cameroun auprès de la communauté internationale. Voyez-vous, dans cette affaire Ngarou, comme dans la réaction de ces différents ministres, l'image du Cameroun a pris un coup. Et les diplomates, les chefs de mission diplomatiques accrédités à Yaoundé, les ONG internationales accréditées à Yaoundé, ont la réalité des faits, savent ce qui s'est effectivement passé de bout en bout. Et je peux vous dire, quand je sais que le ministre chargé des Relations extérieures est allé relayer à Genève en défendant le Cameroun sur la question de Ngabou avant ces résultats de la commission d'enquête, a relayé ce que le MINAT a dit, a relayé ce que le MINCOM a dit, c'est-à-dire des mensonges d'État. Ce sont des mensonges. Donc nous sommes rétablis dans notre honorabilité parce que nous avions eu raison de bout en bout depuis le début de cette affaire. Et quand je peux vous rappeler des faits qui ont fondé la crédibilité du groupe La Nouvelle Expression, je parlais tantôt de 3 grandes affaires, ben je vais y aller de manière très synthétique. Il y a eu l'affaire Selucam. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les années de Braise, il y a eu un ministre de la République qui s'appelait René Oona, de regrettée mémoire, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie à l'époque. Il y a eu dans cette entreprise de réhabilitation de la Selucam, de l'usine à pâte à papier, une grosse filouterie, un gros scandale. C'est-à-dire ça n'en était pas un en termes de réhabilitation. Et nous avons dénoncé cela à travers un grand dossier qui a été publié dans La Nouvelle Expression. Et quand ce ministre, à la suite du dossier que nous avons publié, a tenu une conférence de presse pour nous traiter de tous les noms d'oiseaux, nous avons sorti une édition spéciale titrée « René Oona aggrave son cas, document à l'appui ». Et vous savez quelle a été la suite? Le président Paul Biya l'a relevé de ses fonctions sur la base des documents que nous avions publiés concernant l'affaire Selucam. Je vous dis, René Oona a été démis de ses fonctions à la suite du dossier que nous avions publié en 92 sur l'affaire Selucam. Ça, c'est de manière très synthétique ce dossier de filouterie. Et je peux vous dire que dans le dossier, en retour de cette filouterie, René Oona, vous savez, il est décédé. Il y a des choses que je n'aurais pas aimé dire, mais il faut rester dans les faits. En retour, dans l'affaire, il y avait Goudam Garam, le partenaire asiatique, lui avait promis beaucoup d'autres choses pour réaliser ce qu'ils avaient convenu. Il lui a envoyé beaucoup de riz et de la farine. Beaucoup de riz et de la farine. À l'époque, nous avons titré René Oona, vendeur de riz et de la farine. Parce que nous avions été au port, on a vu débarquer du riz et de la farine, et c'était lui qui les avait entreposés. C'est pour vous dire que ça, c'est un des dossiers. L'affaire Selucam, qui nous a donné raison, et Paul Biya nous a donné raison dans ce dossier. Il y a eu une autre affaire, l'affaire Kamekru. Vous savez, c'est une société qui avait réussi à obtenir par l'État du Cameroun à travers une convention la possibilité de pêcher dans les eaux territoriales du Cameroun de manière exclusive, de pêcher dans les eaux territoriales et puis de les vendre en exclusivité au Cameroun. Nous nous sommes rendus compte que l'affaire Kamekru, dont le patron, je vous le dirai pourquoi, c'est d'acheter du poisson. Or, ce qu'il faisait, il devait pêcher le poisson avant de le revendre. Mais il allait en haute mer, à travers un transbordement, réussissait à récupérer du poisson qui venait du port de Nouadhibou, le ramener au Cameroun, le revendre, comme s'il avait pêché le poisson. Il n'avait jamais pêché le poisson. Nous l'avions dénoncé. Il nous a porté plainte. Il a essayé d'instrumentaliser la magistrature. Et celui qui gérait ce dossier, mon collègue, actuellement rédacteur en chef, David Nou, a été jeté en prison. Il a été condamné ferme. Le patron, le PDG actuel, Séverin Tchouka, avait été condamné ferme à 6 mois de prison avec l'auteur qui avait fait ce dossier. À 6 mois de prison ferme. Nous avons fait appel. Vous savez ce qui s'est passé en appel? Nous avons été acquittés par la cour d'appel, en collégialité.
Quand ils ont pris possession de tous les documents qu'on avait, ils se sont rendus compte que c'est nous qui avions raison. Alors, ils ont été acquittés après avoir fait quand même 3 mois pour rien en prison. Alors, et je disais donc tantôt que l'affaire a ressurgi plusieurs années après parce que l'État a dû perdre plusieurs dizaines de milliards. Parce que c'était à travers de l'argent de la BAD que le Cameroun avait réussi à obtenir. Okay. Il a fallu que la caisse d'amortissement puisse subir au niveau des dettes de l'État pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur a été dans une grosse affaire. Et ce sont des dossiers qui ont fondé la crédibilité du groupe La Nouvelle Expression. Alors, je voulais dire en lisant entre les lignes, vous semblez indiquer que... en lisant entre les lignes, vous semblez indiquer qu'il y a des jours sombres pour des ministres de la République. Il y a des jours sombres pour des ministres de la République. Alors, parce que chaque fois qu'il y a eu des cas comme ceux-là, ça s'est retourné contre des membres du gouvernement qui étaient dans les... Maître Abou Mbala, sur les recommandations, certaines prescriptions qui ont été faites par le chef de l'État, comment entendez-vous apporter votre contribution pour que cela se fasse? Je parlais tout à l'heure de l'exhumation des corps ou encore du recensement des ayants droit et victimes, et même la question du renforcement de la sécurité, qui est l'une. The commission that was created was to have activity, and it was supposed to be the mandate of the commission to make recommendations. I don't understand why the president made this recommendation. But what I want to say also is, for those who have done international criminal law, there's what we call superior subordinate relationship, meaning that those as high as the minister are supposed to be held responsible for what happened in Gaza. You cannot just limit it to the person who was commanding in the Northwest, because the person has instructions and the minister in charge of defense is supposed to assume responsibility when such a thing happens. We have seen examples in the International Criminal Tribunal for Sierra Leone and Rwanda and in the ICC. So you cannot only focus on those who are below the chain of command. You have to focus on those who are higher up the chain of command who gave these instructions. When you look at the measures that they put in place, exhuming the body, we need forensic, we need experts, and I would urge the state to include civil society organizations also. I know that the commission made reference to a few, but we need to involve civil society organizations. And when I say civil society organizations, we need to involve those we don't like. Because what I noticed in this country is that whatever they are doing, they involve only the people they like. They should involve civil society organizations, Cameroonians who have integrity, whether they are supporting the government or not, they should be involved. And in terms of compensation, who determines the compensation? Are they going to create a commission with independent experts and civil society to determine how much each person is going to earn? And to go beyond that, we need to name streets after the victims of the people of Gaza. We need to have a day to celebrate their life, a day of mourning. We can decide that 14th of February each year be a day to celebrate, to mourn those who died in Gabu, but also those who died in the Angolan crisis. Something has to be done, otherwise we will give prisons for impunity. For us to stop this violence in this country, there must be accountability. And accountability means that whoever is responsible, whoever has given instructions, if you look at what happened 2 days ago, the SDO of Kupe Maninguba has already told people to leave, meaning that they have already learned the lesson from Gabu. They are still ready to attack civilians who are conniving with the separatists or the separatists. So what lessons do we learn from Gabu? We should say no to impunity and the need for accountability. And this government has to be held responsible. Just like what Edmond was saying, I've been in Geneva during the Human Rights Council where Eugène Bellan, the Minister of Foreign Affairs, said blatant lies after we did presentation about what was happening. He gave a different picture as if we were not living in Cameroon. We need to put an end to institutionalized life, because if we want to build a nation, what are we teaching the young people of this country? That a minister goes on air and says that the military was not responsible. A minister goes on air and insults civil society and newspapers and politicians for saying the right thing. And then today it has been proven that they are wrong. They have to be dismissed. They have to resign. They have to apologize to the Cameroonian public in general and those in particular who they brought their image into disrepute. That is the least that we can accept.
Because there will be a time in this country that everybody will be held accountable. And justice should not only be done, there should be things done. And I urge the head of state to ensure that everyone who is responsible in his government should be sacked from the government. Ok, merci Maître Abouar Bala pour cette nouvelle intervention. Maître Julius Achou, il y a des journaux qui ont indiqué qu'en observant ce qui s'est passé, la réaction du gouvernement, la gestion de ce dossier par le gouvernement, qu'il y a des ministres qui devraient démissionner. Ils en ont donné 3, ils en ont cité 3. Et il y a d'ailleurs le jour qui, en faisant une sorte d'ironie, a rappelé l'histoire malienne. Est-ce qu'il n'y a pas de leçon que les uns et les autres devaient tirer de cette affaire, par exemple, en rendant leur tablier? Moi, je n'aime pas toujours traiter de sujets en passant par les exceptions. J'aime ce qui est le principe. Pour moi, dans cette affaire, le président de la République a pris les choses en main. Il a fait ce qu'il a fait, il a ordonné cette enquête qui vient avec un rapport. Il coordonne avec un premier ministre qui vous a dit, il y a cela, je crois, quand il a pris ce service, que c'est un monsieur méthodique et proactif. Et vous avez senti sa façon de gestion avec le temps. Ils sont en train de vouloir remettre le pendu à l'air. Vous savez, c'est trop facile de venir juger un ministre en mando visio de ce qu'il a fait ou ce qu'il a déclaré. C'est trop facile. Et j'en suis fier que je suis parmi ceux qui aiment davantage ce qui est positif. Ce qui est négatif pour moi, crée seulement la haine entre nous. Ça crée la dissension entre nous. Or, je suis un conciliateur, j'aime les gens, j'aime que nous sommes de ce côté, comme le président de la République, qui veut que les gens soient ensemble. Malgré, nous vivons malgré nos divergences. On ne prend pas, n'est-ce pas, nos divergences d'opinion comme si nous sommes des ennemis. On doit vivre avec. C'est pour cette raison qu'en tenant compte de tout ce qui s'est passé, peut-être les déclarations des ministres, les déclarations de l'ONG, le chef d'État dit, bon, c'est moi à qui le peuple a donné la souveraineté. Je veux le gérer comme je veux. Il a créé une enquête et on voit les résultats. Moi, je me limite à ça. Je ne veux pas entrer dans la danse. Voilà, ça va, c'est que tel l'a fait, tel n'a pas fait, ainsi de suite. Parce que les ONG et autres là, je dois même, c'est pas moi, n'est-ce pas, d'apprécier ce qu'ils font. Moi, j'ai apprécié ce qui est bien, qui a été fait par le chef de l'État, Edouard Lodi, que c'est que cet angle que je vois les choses. Je vois que c'est dans cet angle. Je suis au-dessus, je vais être aussi au-dessus de tous ces petits querelles, où ces petits non dit et dit, mais avec à même niveau que le chef d'État en disant que c'est comme ça que les Camerounais doivent voir les choses. Les gens ont fait les erreurs peut-être, les gens ont dit des mensonges peut-être, les gens ont dit la vérité peut-être, mais comme nous tous nous sommes d'accord, mettons-nous en haut. Sauf que le sentiment que certains ont, c'est que ces attitudes de certains membres du gouvernement ont un impact négatif sur la coordination qui est faite par le Premier ministre du gouvernement. C'est vous-même qui observez que le Premier ministre, effectivement, est en train de bosser pour que les choses reviennent sur le droit chemin. Mais on a l'impression que les attitudes de certains membres du gouvernement ne permettent pas au Premier ministre d'être efficient. Ce sont des journaux qui le disent, et un cas palpable, c'est en rapport avec la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus. On a bien vu qu'à un moment donné, ça allait dans tous les sens, au point où le Premier ministre, chef du gouvernement, a dû faire un rappel à l'ordre pour dire, écoutez, désormais, tout le monde ne prend plus la parole n'importe comment. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous n'avez pas le sentiment que si les gens ne sont pas recadrés, si les leçons ne sont pas tirées, ça risque d'être difficile, comme c'est déjà le cas avec la gestion du coronavirus? Oui, je suis d'accord que peut-être les erreurs ont été commises. Comme d'habitude. Moi, je suis un réaliste. Je suis d'accord que peut-être les choses sont parties de gauche à droite, n'est-ce pas, sans cohérence, sans coordination. Mais le Premier ministre a pris les choses en main. Moi, je suis positif que quand il a pris les choses en main, c'est pour rectifier les tirs. Et il est en train de le faire de façon efficace. Le sentiment des autres personnes, nous sommes en démocratie. Au Cameroun, chacun a le droit de penser comme il veut et de dire comme il veut. Pourvu que, n'est-ce pas, ça ne
blesse pas, ça n'enfreint pas la liberté ou bien le droit de l'autre. Vous avez le droit, les journaux peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. C'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie, en liberté de communication. C'est normal. Mais lorsque un politicien, je viens pour le compte, n'est-ce pas, d'un parti politique, je dois d'abord essayer de vous montrer le côté bon. Parce que je constate que les journaux aiment ce qui est négatif. Parce que ça se vend plus que ce qui est bon. Et c'est pour cette raison qu'on dit souvent que pour aller au paradis, la route est très mauvaise que d'aller à l'enfer. Donc, il faut choisir. Moi, j'ai choisi le bon chemin. Là où on fait les vraies choses. Lorsqu'on pose les vrais actes, je suis d'accord avec ça. Ok. Maître Roland Djiou, parlons justement de cette stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus, une stratégie qui est conduite par le chef du gouvernement. On a appris cette semaine qu'il y a eu une autre réunion du comité interministériel de suivi de cette stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Il y a des recommandations qui ont été faites avec, entre autres, la limitation de la propagation de la pandémie en milieu carcéral ou encore l'approfondissement des modalités d'un retour à l'école. Mais il y a également quelque chose qui a retenu l'attention, c'est que le premier chef du gouvernement a annoncé, le ministre de la Santé publique a annoncé que le Cameroun maîtrise la situation de la pandémie. Pourtant, un journal Émergence en début de semaine parlait du nombre de cas de décès qui a doublé en 48 heures. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous avez le sentiment que le gouvernement maîtrise les choses? Je ne suis pas aussi optimiste que le gouvernement sur la simple base de ce que nous sommes face à une pandémie qu'on appelle la Covid-19, mais nous n'avons pas observé, par exemple, qu'il y a des tests systématiques, pour ne prendre que ce cas-là. Il avait été annoncé, je crois, il y a quelques semaines, qu'il y aurait des tests massifs pour justement mesurer la pleine ampleur de cette pandémie dans notre société. Malheureusement, en tout cas, peut-être que Maître Achou a dû recevoir cela dans son quartier, mais là où moi j'habite, je n'ai pas entendu parler de tests massifs. Donc, pas encore. Voilà, je suis heureux de votre honnêteté intellectuelle, chers confrères. Je crois qu'on habite le même quartier, ça se serait sûr. Donc, je crois que de ce point de vue-là, nous sommes en train de travailler sur la base d'une photographie tronquée de la réalité. Les chiffres qui sont annoncés me semblent ne pas pouvoir rassurer dans la mesure où cela ne reflète pas véritablement la situation sur le terrain dès lors qu'on n'a pas testé en masse. Donc on ne sait pas qui sont ceux qui dans nos chaumières, dans nos quartiers meurent du Covid-19 ou sont contaminés ou alors sont des porteurs asymptomatiques comme cela nous a été expliqué par les spécialistes. Donc je ne peux pas être rassuré. Je peux pas être rassuré quand j'entends simplement au niveau de la communication gouvernementale des incantations, parce que ça ressemble à des incantations quand on dit qu'on va maîtriser la propagation. On maîtrise la propagation. J'aurais été heureux d'accord que d'ailleurs il s'agit d'une question de... on a l'habitude dans nos pays où doit arriver des trains à 10 heures chaque jour et vous passez le temps à compter les trains qui sont arrivés à 10 heures. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez fait la gaille, vous avez fixé une heure d'arrivée. On compte les trains qui sont arrivés en retard précisément parce que la machine est conçue pour arriver à l'heure. Et si elle arrive en retard, on doit s'en inquiéter pour corriger afin que plus jamais elle n'arrive en retard. Donc, le rôle est davantage le rôle d'un parti politique d'opposition, n'est-ce pas? C'est bien de toucher du doigt ce qui peut être des défaillances pour que le gouvernement, quand il s'agit d'un gouvernement responsable, prenne cela en compte, intègre cela dans sa gouvernance, en vertu d'ailleurs d'un principe qu'a théorisé le professeur Maurice Kamto, la gouvernance transactionnelle, intègre cela dans sa façon de gouverner, même s'ils ne disent pas que c'est vous qui c'est vous qui avez attiré leur attention là-dessus, au moins qu'ils intègrent cela dans leur façon de faire pour le bien de la population que nous servons tous, c'est-à-dire aussi bien ceux du pouvoir que ceux de l'opposition. Nous servons tous la même population, seulement chacun à sa façon, chacun avec ses moyens. Or, le gouvernement s'attend à ce qu'il y ait des motions de soutien, des lettres de félicitations, etc. chaque fois qu'un train arrive à l'heure. Non. Quand le train arrive à l'heure, c'est votre boulot. C'est normal. Quand vous allez à un distributeur automatique
et que il vous sort des billets, vous ne vous arrêtez pas, vous commencez à féliciter le distributeur automatique, c'est quand même son boulot. Et le problème du Cameroun, justement, c'est qu'on refuse. Mon confrère a parlé tout à l'heure de la liberté d'expression. Je veux bien, dans une certaine mesure, on peut dire qu'on s'exprime au Cameroun, mais dans une certaine mesure seulement. Parce que quand cette liberté d'expression n'est pas du goût du régime en place, on voit des levées de boucliers comme celle de ministre de l'administration territoriale, justement. Je rappelle que à Equinox, les ONG, les acteurs de la société civile ont été traités de déstabilisateurs, mais ce n'est pas non plus une nouveauté dans ce pays. Le professeur Maurice Kamto, les alliés de la coalition, nos camarades, ont séjourné en prison 9 mois, un peu plus, pour hostilité contre la patrie, simplement parce qu'on n'a pas été d'accord au Cameroun sur la notion de liberté d'expression, c'est-à-dire qu'on a voulu imposer aux gens ce qu'on peut dire ou pas sur l'espace public. Alors, et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur la question de la riposte gouvernementale. La situation des prisons, Oui. elle est suffisamment préoccupante. Oui. Oui, puisqu'effectivement, il y a eu des mouvements en Kundingi en début de semaine, et même cette semaine, lorsque la campagne de désinfection a été annoncée, on a vu des détenus sortir en masse dans la grande cour. On reviendra là-dessus tout à l'heure, Maître Diou. Je chute simplement en disant que cela ne rassure pas, en plus, quand on observe que la coordination de la riposte manque, on va dire, de cohérence. D'abord, en son plus haut niveau, le commandant en chef qui a réapparu récemment n'a pas non plus cru devoir ne serait-ce que rassurer ses équipes, même à travers une vidéoconférence, parce que vous voyez bien que le Premier ministre réunit ses ministres en vidéoconférence sans avoir besoin que les uns et les autres se déplacent. Confinement oblige. Cela voudrait dire que c'était également possible que le commandant en chef, lui aussi, à travers une vidéoconférence, puisse donner quelques instructions, quelques moyens, quelques éléments de langage même, simplement, à ses équipes. On me répondra peut-être qu'il l'a fait, mais c'est resté un secret entre membres du gouvernement. C'est possible, c'est possible, Maître Achou. C'est parce que nous sommes d'une honnêteté intellectuelle, c'est effectivement possible. Et si c'était dans le cas, nous donc les citoyens, qu'est-ce qu'il en est de nous autres? Donc, je voudrais dire que cette sorte de désertion d'une part du commandement en chef et de cacophonie d'autre part du commandement opérationnel conduite par Monsieur le Premier ministre, dont Maître Achou dit qu'il est méthodique. Je n'ai pas des éléments pour soit le confirmer, soit l'infirmer, mais je prends ça comme il a été dit. Alors, si c'est effectivement lui qui coordonne de manière méthodique, j'aimerais quand même me poser la question de savoir comment est-ce qu'on a su effectivement la coordination entre le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le ministère de l'Enseignement supérieur, pour nous dire au jour d'aujourd'hui quelle a été la réponse, par exemple, de l'intelligentsia du domaine camerounais en la matière, parce que vous voyez, comme moi, l'actualité qui se bouge dans des pays africains. On a le Bénin, on a Madagascar, même s'il y a des polémiques du point de vue de l'OMS, on voit quand même qu'il y a un travail qui se fait, on voit quand même qu'il y a des solutions que des pays cherchent. Chez nous, peut-être qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus, mais ou alors peut-être que ça n'existe pas tout simplement. De toutes les manières, on aurait aimé avoir plus de coordination. Et la reprise des cours me semble être un sujet suffisamment préoccupant. Parce que voyez-vous, on a à ce niveau-là une note, un message porté, dit-on, du ministre de la Défense, qui semble intervenu dans un contexte où il y aurait effectivement célébration du 20 mai. En annonçant le thème. En annonçant d'ailleurs le thème, en s'adressant aux militaires. Et 48 heures après, on a un message du ministre secrétaire général de la présidence de la République qui annonce qu'il n'y aura pas de célébration publique du 1er mai et du 20 mai parce que nous sommes en pleine crise de Covid-19. Sauf que longtemps avant ces deux interventions publiques, le gouvernement avait déjà annoncé que le 1er juin,
il y aurait reprise des cours. C'est-à-dire que si je veux caricaturer, c'est un peu comme si au sein du gouvernement camerounais, il y a des gens qui ont le numéro de téléphone direct de coronavirus, au point où il leur est dit que, bon, je serai encore là jusqu'au 20, jusqu'au 21, peut-être jusqu'au 30 même, mais le premier, rassurez-vous, je serai parti. Et ça, on peut protéger les officiels en annulant une représentation publique de la fête du 20 mai. Ça, c'est pour protéger les officiels, les plus publics, mais exposer nos enfants en leur demandant de rentrer à l'école. Moi, ça me pose quand même un problème, au minimum de coordination, sinon de responsabilité. J'aurais aimé que l'on dise, avec beaucoup de prudence, qu'on travaille à la recherche de solutions pour une reprise des cours dès que cela sera possible. Pas qu'on annonce une date comme si on savait dès aujourd'hui. On n'est même pas encore en mai. On est encore simplement en avril. Comme si on savait dès aujourd'hui que d'ici le 1er juin, il n'y aurait plus de menace au coronavirus. Edmond Kamgia, est-ce que vous êtes rassuré par la stratégie actuelle du gouvernement en matière de riposte contre le coronavirus? Est-ce que les prescriptions qui sont faites vous rassurent quant à l'efficience de la méthode? Je vois bien que vous brûlez d'envie de revenir sur le sujet des archives de la Nouvelle Expression. Absolument, Duval Fangwa, parce que il faudrait que les téléspectateurs qui nous suivent sachent que ce groupe de presse est bâti par des bâtisseurs, permettez la redondance, par des bâtisseurs qui aiment ce métier. C'est-à-dire que nous aimons la vérité, l'exactitude des faits. Et depuis que nous avons créé la Nouvelle Expression en 91, qui a très vite évolué d'hebdomadaire à quotidien, en passant par bi-hebdomadaire, tri-hebdomadaire, nous n'avons engrangé que des lauriers. Et tout à l'heure, j'évoquais 3 affaires dont j'ai épuisé la première sur l'affaire Selucam, où nous avions dénoncé un gros scandale politico-financier qui avait donné lieu, qui avait débouché sur le limogeage du ministre du Commerce et de l'Industrie de l'époque, René Rona. J'ai évoqué également la deuxième affaire importante, me semble-t-il, l'affaire Camecru, où la société qui était censée, n'est-ce pas, pêcher dans les eaux territoriales et venir revendre le poisson pratiquement en toute exclusivité, pratiquait autre chose, c'est-à-dire allait, je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire faisait du transbordement, c'est-à-dire aller en haute mer, récupérer du poisson, venir le vendre comme s'il avait pêché. Et cela n'entrait pas du tout dans son cahier de charge. Donc c'était un gros mensonge et une vraie filouterie que nous avions dénoncée. Et je tenais à ajouter que dans cette affaire qui a conduit Séverin Tchouke, parce qu'il avait été condamné ferme, parce que quand ce monsieur de la société, quand nous avions dénoncé cette affaire de filouterie, et qui a engagé, nous avions, entre autres choses, nous avions démontré que la garantie souveraine que l'État du Cameroun avait accordée à cette société était basée sur du bluff. Et aujourd'hui, nous sommes rassurés que lorsque l'affaire a rebondi, le patron de la société Camecru se retrouve aujourd'hui à la prison de Kondengi, où il a été condamné à 25 ans de prison pour la même affaire, pour laquelle le juge d'instance n'avait pas cru en nous, mais pour laquelle la cour d'appel avait relaxé pour faire non établi Séverin Tchouke, patron de la Nouvelle Expression, directeur de publication de la Nouvelle Expression, et l'auteur de l'article, David Nouhou, parce qu'ils avaient été condamnés fin pour 6 mois, et en appel en mars 93, je me rappelle, ils ont été relaxés. Et je précise, relaxés pour faire non établi, et je précise, avec la collégialité du jury. Et les juristes qui sont à mes côtés savent l'importance d'une collégialité du jury. Et je voudrais dire... dans la justice. Oui. Et donc la justice a été dite en faveur de la Nouvelle Expression. Parce qu'ils ont rétabli. Donc nous félicitons la justice. Non. Ça dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai dit que la justice a bien fait son travail dans l'affaire Camecru. Parce que non seulement elle a relaxé pour faire non établi, c'est vrai, Tchouke et David Nouhou en 1993, mais quand l'affaire a rebondi, le patron de la société Camecru, qui a fait dépenser plus de 60 milliards de l'État en plus, puisque nous avions contracté l'argent auprès de la BAD, de la Banque africaine de développement, on a dépensé plus de 60 milliards, l'État du Cameroun, mais il fallait rembourser, l'État du Cameroun a remboursé, mais il fallait que celui qui est considéré comme le détourneur de fonds publics, qui a été jugé par le TCS, a été condamné, je le rappelle, à 25 ans de prison. Il se retrouve aujourd'hui à Kondengi. Et ça, c'est un acte fort. Ça, c'était la deuxième affaire importante. La troisième,
que je citerai s'est déroulé en l'an 2000. C'était le poisson d'avril de l'année. On va aller un peu plus vite. Du 1er avril 2000. Donc, simplement, vous savez qu'il est dans les usages, dans le métier, que les journalistes fassent un article le 1er avril pour... un canular. Un canular. Mais nous avons fait un article et il se trouve que nous avons été interpellés par le 7 qui nous a entendu, l'auteur de l'article. Il s'appelle, parce qu'il n'est plus aujourd'hui en Nouvelle Expression, Alain Mengono. Il n'est plus dans la presse. J'étais encore le rédacteur en chef. J'ai été interpellé, l'auteur de l'article, et Séverin Tchouke. Nous sommes partis de Douala pour le 7, alors que nous pensions que c'était juste, on devait juste nous entendre, et puis nous allions dire, en fait, que c'était le poisson d'avril, ce que nous avons fait, mais on nous a gardés pendant plus de 3 jours. C'était, je me rappelle, c'était du 10 au 12 avril 2000. Nous avons été enfermés au sous-sol du secrétariat d'État à la Défense. Félicitez toujours. Pour une affaire de poisson d'avril. Et je ne voudrais pas rappeler les conditions dans lesquelles nous avons été gardés dans ces cellules. On peut se féliciter. Donc les conditions de détention n'étaient pas du tout conditions de détention. Je ne veux pas revenir sur ces faits qui sont plutôt intimes. Ils sont dehors. Et je vais vous dire, la justice est saisie du dossier et 3 jours après, nous a rétablis. Voilà. Et je voudrais ici mentionner le rôle important qu'auront joué un ancien confrère de la CIATV de l'époque, Jean-Martin Ndi, qui nous a rendu visite pendant ce moment-là en cellule, mais aussi un ministre en fonction aujourd'hui, qui était ministre de la communication de l'époque, qui a été, je dois le dire ici, une interface dans cette affaire. Parce que c'est lui qui a réussi à convaincre aussi bien sa hiérarchie que les magistrats de l'importance de l'usage du poisson d'avril dans le métier de journaliste. Je vais le citer, le professeur Jacques Famendongo. Et je dois lui dire encore merci aujourd'hui parce que le rôle qu'il a joué dans cette affaire nous a beaucoup aidé. Okay. Dans cette affaire de poisson d'avril. Nous avions été relaxés après avoir passé 3 à 4 jours dans le sous-sol du 7. Et je ne vous dis pas comment est-ce qu'on a vécu ce moment-là. Vous pouvez l'imaginer. Alors, j'imagine que vous allez répondre à la question que j'ai posée dans le deuxième tout à l'heure. Je vais permettre à Maître Agbor Congo de réagir sur la stratégie gouvernementale en matière de riposte contre le coronavirus. Maître, vous qui avez été en prison à Yaoundé précisément, lorsqu'on parle de limiter la propagation du coronavirus en milieu carcéral, ça vous rappelle, ça vous dit quoi? Comment vous comprenez cela? Comment ça sonne dans vos oreilles? Est-ce que Maître Bala nous écoute? Peut-être qu'il y a un problème de son qu'il faut régler. Voilà, en attendant que Maître Agbor Bala revienne. Maître Julius Achou, je reviens à vous. C'est une question préoccupante. Vous êtes avocat et vous allez dans des prisons tous les jours, vous rencontrez des gens. Vous avez entendu qu'il y a eu des mouvements en Koningui notamment cette semaine. Pourtant, il y a une décision du président de la République qui vise à décongestionner les prisons. Est-ce que vous avez le sentiment que cette décision a vraiment décongestionné? Vous savez, c'est très difficile de décongestionner une prison. La prison, c'est très difficile de décongestionner parce que la condition dans laquelle ils se trouvent, n'est-ce pas, sont très désagréables. Il faut l'avouer. Je me rappelle, quand j'étais membre du conseil de l'ordre, sous l'égide de Batoné Tchungan, on avait fait un bon rapport. On avait visité les prisons et fait un rapport, n'est-ce pas, au ministre de la Justice, pour expliquer les conditions dans lesquelles les prisonniers se retrouvent. Bon, on a fait ce rapport. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Je suis plus membre du conseil de l'ordre des avocats. On ne sait pas. Mais, quand vous regardez ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est des mesures d'urgence. L'urgence, n'est-ce pas, a poussé tout le monde d'accepter le fait qu'on doit décongestionner les prisons. Tout à l'heure, mon confrère parlait de l'assurance. Il doit comprendre que l'assurance est un mot qui dépend du côté là où vous êtes et comment vous regardez. Nous voulons rassurer la majorité des Camerounais. Et pour le faire, alors les mesures qu'on a prises, c'est quoi?
on a essayé de désinfecter toute la prison. Ils sont en train de faire des tests que nous réclamons également dans les quartiers. Mais pour les prisonniers, on ces tests à l'heure actuelle. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire sortir, n'est-ce pas, par les mesures, n'est-ce pas, des commutations et remises que le chef d'État a ordonnées. Ils sont en train de faire, je sais qu'ils sont en train de mettre en place le système de peines alternatives. C'est-à-dire, au lieu de rester tout le temps en prison, vous pouvez faire autre chose pour le bien de la société, et ainsi de suite. Et en regardant ces mesures, je pense qu'à l'heure actuelle, plus de 400 personnes ont trouvé la liberté. Si les statistiques sont que les journaux ont publiées, c'est à peu près 400 qui sont sortis. Mais le travail parce que c'est un travail de fourmi également, à faire la découverte de ceux qui doivent sortir et ceux qui ne doivent pas sortir. Parce que c'est très grave de faire sortir des bandits de grands chemins par erreur pour les lâcher dans la société sans qu'ils soient réhabilités. Donc il y a beaucoup de choses sans être socialisés. Oui. Alors, Maître Abouambala, je posais la question tout à l'heure. Il y a donc cette prescription qui a été faite au cours de la dernière réunion interministérielle de suivi de la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Il limitait la propagation du coronavirus en milieu carcéral. Vous qui avez été en Kondengui, par exemple, qu'est-ce que ça vous suggère personnellement? Well, personally, I feel sad. I feel very bad because the way people live in prison, if COVID-19 has to spread, kill almost everybody there. We don't have enough space in prison. The way we sleep, we cannot do social distancing. For example, I was in a hotel with 13 people, 11 were alleged Boko Haram perpetrators. We use a small toilet. How can you social distancing in such a milieu? They had written an article or a request to the head of state calling on him to decongest the prison. And it's true that what the president did, remitting and commuting sentences is a good thing, but we believe that 75% of those in detention, and my colleague lawyers would say if I'm wrong, are those in trial detention, meaning that the president or the minister of justice or the minister of defense, following Article 13 and 14 of the military justice code, could enter a nolle prosequi to release some of these people, especially the political prisoners. This is what happened before myself and Professor Maurice Kamto and the others were released. That's true. So you can use that to release those who are politically accused. But also, the Constitution makes provision for amnesty for those who have been convicted. And this can be done through the Parliament. I think that in this period where we have COVID-19, the Parliament can also sit and grant the general amnesty, because the way the prisons are, if you go to the prison of Marua, for example, it has more than 1,750 people, which is a prison for like less than 500 people. It's difficult. Take the Boya Central Prison. You know, I went there the other day. There are lots of people. Look at Kondengui Central and Kondengui Principal, for example. There is a need for us, if we are fighting COVID-19, to also decongest the prison. Some of these people could be kept under house arrest, for example. Some of them with minor offenses could be released. I understand, like what Dr. Junior would say, that there are people who are strong criminals. We are not talking about this. So we are talking about mostly the political prisoners who we know they are there for political, who we know they are there for not committing any offenses. We know they are there because they said something against the government. The government doesn't like them, and they are sitting in jail. I think it's high time that government does something. You know, I keep in touch with those in detention. I hear their stories. I have a relative there who is currently very sick. Lots of people have died in prison, more than being acknowledged by government. But it also shows, that the government was not ready. You know, we were fortunate, and I say fortunate because prior to coronavirus attacking Cameroon, we have seen examples in other places of the world. But government was not ready. You know, the time we instituted face masks, for example, the time we put the 13 points of social distancing, we had enough time to have done it. Government is to lead, is to think ahead of the population. So they did not do enough. And the fact that people in high places could get into the country without being tested, people
People could drive their way. I have my friends and my colleagues who were kept in Yaoundé for 14 days. They respected confinement, but others found their way to reach that place. So these are things that we need to condemn. And if you look at the communication between the Minister of Communication, the Prime Minister, and the Minister of Health, it clearly shows that there's something wrong in this country. It clearly shows that the leadership has serious problems, and they have to put their house in order. I was following the decision of all this, of the Minister of Defense, that we would not, KJ May would be celebrated. Afterwards, I saw what the Secretary General of the Presidency wrote. If I may ask the panelists, why do we need to have a Secretary General of the Presidency that is very powerful? Why do we need to have a Secretary General of the Presidency who thinks he's above the Prime Minister? The Prime Minister is head of government. The Secretary General of the Presidency is the minister under the Prime Minister. If I were the Prime Minister, I would have to put my foot on the ground. Whether it's Mr. Atanganji or whoever, everybody has to take instructions from the Prime Minister, and they have to coordinate the fight against COVID-19. I'm not only about those in government. They need to involve civil society. They need to involve political parties. It is not something about government alone. It's something about everybody. That is why the initiative of Survival Cameroon, you might not like, but money is contributed to help Cameroonians. You need to find a way for that money to trickle down to Cameroonians. People cannot be dying and you are politicizing treatment. If you follow what the director of the WHO said, coronavirus does not know politics. It's not time to do politics. You will do politics after you have found a solution to COVID-19. So I am I'm urging the ministers in Cameroon, from the president to each and every one, that they should not politicize COVID-19, and that they should create a COVID-19 task force that would include everybody. I saw the one that the governor of South said, it's only the doctors. No, it should include civil society. Some of us civil society actors, we've gone to places. Yesterday, my team Bakingili to do more than 500 face masks and one bucket and sanitizer. We need to encourage other civil societies doing the same. And if it has work out to be taken, they have to be involved. This is not time to campaign. This is not time to show the people that you are the one doing. And don't forget, history will judge us. History will judge each and every one for us that when COVID-19 was attacking this country, what did it do? Did you politicize it? Did you make sure that the face mask, the bucket, the sanitizer that was supposed to go to the population did not get to the population? This is what the state has to do. And it's incumbent on the state to ensure, because the state has a priority, responsibility to protect its citizens. That is the first thing. The government must protect us. And in protecting us, the government should be honest and open enough to accept support from others, and also to work with other organs, whether they are political parties, whether they are civil society, whether they are teachers, that can raise funds for us to support those stages. I challenge government that you need to work with the people of Survival Cameroon to find a solution. I challenge the people of Survival Cameroon also that you need to work with government to find a solution. This is not time to play politics. Don't play politics with the lives of people. People are dying. You need to find a consensus and find a solution. Ok, merci Maître Abor Mbala pour cette nouvelle intervention. Maître Roland Djiou, est-ce que... Il n'avait pas terminé, parce que... Oui, allez-y terminer pour que je n'en parle. Oui. Peut-être pour vous relancer, est-ce que le fait de n'avoir pas associé, la société civile et d'autres formations politiques, je vais dire, fait une large concertation qui justifie cette gestion qui est considérée par certains comme étant tatillonne? Non. Cette pandémie est arrivée au Cameroun, a pris tout le monde de coup. On ne doit pas faire comme si les ministres sont des extraterrestres. C'est des êtres humains comme nous tous. Et quand c'est arrivé, et tout le monde a pris la panique. Ce que le gouvernement a commencé à faire d'abord, c'est pour sensibiliser les Camerounais qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui est très grave. Et on ne doit pas se précipiter pour mener des actions, n'est-ce pas, qui va faire propager cette histoire et va rendre ça plus grave et incontrôlable.
Le gouvernement a commencé par, comme on dit, sensibilisation. Deuxièmement, c'est la responsabilisation des Camerounais. Regarde, nous tous, tout le monde marche avec ça. Il faut qu'on remette dans notre tête que cette histoire de la santé d'abord, n'est-ce pas? C'est une question personnelle. Vous devez veiller à ce que vous ne tombez pas malade. Vous devez prendre certaines mesures vous-même avant que le gouvernement intervienne. Okay. Non, attends, je ne vais pas terminer. Et troisièmement, le gouvernement maintenant doit mettre en place les mesures d'accompagnement. Tout à l'heure, on a parlé des tests qui devaient se faire dans les quartiers. Ce n'est pas encore arrivé. Mais il faut noter que ceux qui sont confinés à l'heure actuelle ont fait l'objet de tests. Ceux qui sont en prison sont en train d'être testés. Bon, ça vient au fur et à mesure, n'est-ce pas, dans la possibilité de l'État. Vous parlez des organisations des sociétés civiles. Il y en a plusieurs au Cameroun. C'est tout à fait normal que ceux qui n'ont pas été choisis pour participer peuvent se plaindre. C'est la même chose avec les partis politiques. Certains partis politiques sont en train de le faire. Le problème qui se pose, que tout le monde le connaît, c'est le problème MLC, qui préfère de faire appel, n'est-ce pas, au public, à l'épargne publique. Alors qu'on sait qu'il y a une procédure à la matière. Et en même temps, on sait que l'argent, une bonne partie de cet argent doit venir de l'extérieur. Ils avaient créé une société, n'est-ce pas, ou bien une association dite Suivi Cameroun, comme le nom là, comme mon confrère vient de le dire, cette organisation n'a pas besoin d'autorisation de faire quoi que ce soit. Si ça, son exemple est illégal, ils n'ont qu'à procéder à le faire au lieu de faire appel à l'épargne publique. C'est ça le seul problème. Comme le MS a beaucoup d'argent, Maître Akobala veut dire qu'il vient de distribuer plus de 500 masques à Idenao. Est-ce qu'il a demandé une autorisation? Pourquoi pas acheter, n'est-ce pas, tous ces accessoires-là qu'on a besoin pour distribuer? Pourquoi tous ces bouquins autour? Parce que vous avez 500 000 euros qui doivent venir au Cameroun. Pourquoi pas acheter ça et faire distribuer aux Camerounais? On doit faire tous les bouquins. On doit faire comme si le ciel est en train de tomber sur le Cameroun à cause de ça. Mais quand on parle de politisation, l'État n'a pas voulu politiser. Mais pourquoi un parti politique veut politiser? Ok. Maître Diou, vous vouliez répondre sur la question de la propagation du coronavirus en milieu carcéral. Tout à fait. Ouais. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même préciser que nous avons, et je le dis à la suite du confrère Akobala, que en ce qui concerne les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, nous avons encore 14 des nôtres qui sont encore en prison, à Kondengui, à Mfou, qui sont encore en prison. Il y a 17 000 prisonniers, vous parlez que de 14, cher ami. Confrère, chacun est libre de prêcher pour sa chapelle. Et encore que je n'avais pas terminé avant que vous ne m'interrompiez. Maintenant que vous m'avez interrompu, vous me permettrez de continuer en indiquant que, outre les 14, qui sont les nôtres, il y a d'autres prisonniers d'opinion au Cameroun qui ont été interpellés, notamment dans le cadre de la crise anglophone, notamment dans le cadre de d'autres manifestations, parce qu'au Cameroun, il y a les gens du MIDA, par exemple, etc. Cette situation doit être traitée avec sérieux. Le confrère a indiqué tout à l'heure des choses sur lesquelles je ne souhaite pas revenir, mais je veux simplement renchérir pour dire que si on veut désengorger, décongestionner les prisons, ce n'est pas les quelques 400 qu'on a remis en liberté qui vont donner le sentiment du désengorgement. J'aimerais simplement prendre un exemple que nous tous connaissons ici, en tout cas pour nous qui sommes des praticiens du droit. Nous savons que à peu près la moitié de la population carcérale camerounaise est constituée de personnes, de prévenus ou de personnes en instance de jugement, non encore condamnées. C'est-à-dire des personnes qui, en principe, jouissent encore de la présomption d'innocence. Ça, c'est de deux. Il y a aussi beaucoup de prisonniers pour des délits, on va dire, de relative petite importance. Vous me pardonnerez l'expression. C'est-à-dire des délits pour lesquels on peut justement appliquer les peines alternatives. D'ailleurs, qu'on a annoncé en grande pompe lorsque le code pénal était réformé. On se demande bien pourquoi est-ce que, justement, jusqu'ici, on ne pense pas à mettre en application, effectivement, et peut-être même systématiquement,
les peines alternatives plutôt que l'emprisonnement lorsque cela n'est pas strictement nécessaire. Pour revenir sur les cas de détention provisoire, vous savez très bien que le Code de procédure pénale, dans sa réforme, a intégré d'autres mesures autres que la détention provisoire lorsque les gens sont poursuivis, c'est-à-dire la surveillance judiciaire. On peut parfaitement envisager des situations où les personnes sont remises en liberté, mais sous surveillance judiciaire. Elles auront par exemple l'obligation de pointer chaque semaine dans un commissariat tel qu'il sera indiqué par le juge d'instruction qui voudra bien leur accorder cette mise sous surveillance judiciaire. On peut par exemple imposer qu'ils ne sortent pas du rayon de certaines circonscriptions administratives, sinon, justement, lorsque c'est violé, vous êtes repris et puis vous êtes mis en détention. Je veux dire que les dispositions du Code de procédure pénale sur la surveillance judiciaire peuvent être remis en liberté sous des conditions de garantie, de gage, de caution personnelle ou de cautionnement financier. Il y a des solutions qui existent, qui peuvent permettre effectivement de libérer le maximum de personnes tout en gardant la main de la justice sur ceux qui ont encore des choses à expliquer. Donc, on n'est pas forcément obligé de garder ces personnes-là en prison dans l'état actuel des choses. Cela relève de l'ordre du possible. Ce n'est pas quelque chose qu'il va falloir aller réinventer. C'est déjà prévu. Nos textes le prévoient déjà. Donc, je ne vais pas revenir sur les autres dispositions que le confrère a invoquées, notamment l'arrêt des poursuites et notamment l'amnistie. Il y a des solutions. Et si ce gouvernement voulait les appliquer, cela se saurait. Seulement, il y a un problème de volonté politique, précisément parce que justement, on est dans une logique répressive. On est dans un système qui ne corrige pas, justement, qui réprime. Et donc, l'idée de la prison est en fait une des composantes essentielles de la façon de gouverner, de telle sorte que si on libère les gens, on va un peu se priver de l'un des moyens qui permet à ce pouvoir de se maintenir. Pour revenir brièvement, parce que je n'ai pas envie vraiment de revenir longuement sur la polémique que le RDPC et ses alliés au gouvernement notamment essayent de créer autour d'une initiative citoyenne. Alors, je vais simplement vous mettre aussi au défi, comme l'a dit le confrère tout à l'heure. Si vous estimez que le seul souci qu'il y a avec l'initiative Survie Cameroun Survive, c'est le fait de n'avoir pas respecté la procédure de la loi de 83. Alors, qu'est-ce qui empêche à monsieur le ministre de l'administration territoriale, puisqu'il s'agit d'une question nationale qu'il ne faut pas politiser, qu'est-ce qui l'empêche précisément de donner la dite autorisation? Je vous en prie, encore une fois, je ne vous ai pas interrompu. C'est vous qui parlez de politisation. Donc vous avez un ministre qui dit, ok, comme c'est les affaires du MRC, et comme ils ne veulent pas se plier à ma volonté, je préfère interdire. Alors que le même ministre peut dire, bon, venez me voir, on organise. Je veux dire que si c'est ça la logique, selon vous, alors on peut la lire dans le sens inverse. On peut se dire, ok, pourquoi ne pas avoir pris sur soi en tant que ministre de la République qui ne politise pas la question d'encadrer, d'organiser, surtout, et alors même que les initiateurs ont pris la peine de tendre la main. Toutes ces personnalités, toutes ces autorités ont été conviées à la gestion de cette initiative qui, je dois le rappeler, n'est pas une initiative partisane. Elle est le fait, certes, elle a été lancée, certes, par un homme politique bien connu, le professeur Maurice Kamto, le président élu, même si cela gêne quand on le dit. Cela n'empêche pas que ce soit une initiative citoyenne qui va au-delà des clivages politiques, qui s'adresse à la conscience de tout un chacun et pas seulement des militants du MRC. Ce qui vous gênerait aussi serait peut-être le fait qu'il y ait eu de la communication autour. Mais dites-vous bien que pour que les gens cotisent, il faut qu'ils sachent exactement quels sont les canons ou les canaux qui vont être utilisés, qui vont leur permettre à eux de mettre à la disposition de cette initiative-là les dons qu'ils veulent bien faire. Donc, vous ne pouvez pas reprocher au MRC d'avoir fait de la communication. Parce que le gouvernement, lui aussi, me semble-t-il,
il aurait lancé une initiative similaire. Fait de la communication. Il aurait un fonds spécial sur... Je dis il y aurait parce que il y a des questions qu'on pose quand c'est initiative Survie Cameroun, qu'on ne pose pas quand c'est l'autre camp. Parce que, pour reprendre la formule de Barista Achou, je ne sais pas à quoi ça sert de théâtraliser la remise de gros chèques à la télévision. Si effectivement on ne veut pas politiser l'affaire, on aurait pu avoir un peu plus de sobriété quand des hommes d'affaires, des personnalités de la République veulent bien offrir quelque chose à l'État du Cameroun pour l'aider à adresser la question du Covid-19. Mais on voit qu'il y a toujours une mise en scène qui ne nous gêne pas en tant que telle. Parce que vous voyez, on est quand même un peu habitué à voir ça de la part du gouvernement. Mais ça ne gêne pas Maître Achou, manifestement. Maître Edmond Kamgia, sur la question. Oui, on est tellement entouré. Et vous voulez interdire ceux qui donnent l'argent à MRC de... vous voulez faire la publicité aussi. Vous voulez leur interdire ce droit que vous vous êtes arrogé vous-même? Edmond Kamgia, Oui. est-ce que vous ne sentez pas une sorte de gestion tatillonne du gouvernement de cette crise sanitaire du coronavirus? Il évoquait tout à l'heure la célébration du 20 mai qui a été annulée, avec une éventuelle reprise de l'école le 1er juin. Il y a des sons de cloche divergents pour ce qui concerne un certain nombre de choses en rapport avec le Covid-19. Est-ce que vous sentez une gestion tatillonne ou il s'agit simplement d'une mauvaise interprétation de l'action gouvernementale sur le sujet? Oui, la gestion est effectivement tatillonne. Mais je voudrais commencer par réagir à un propos de Maître Julius Achou lorsqu'il dit que le Cameroun a été pris de court par le coronavirus. Le Cameroun n'a jamais été pris de court par le coronavirus. On l'a vu venir, c'était en Chine. Ça a commencé en Chine, en Asie. Et le Cameroun regardait la Chine. Après la Chine, c'était d'autres pays voisins, c'était l'Europe, c'était l'Italie, c'était l'Espagne, c'était la France, l'Allemagne, d'autres pays. Et le Cameroun était là en Afrique, avec d'autres pays, observait ce qui se passe ailleurs. Donc, on n'a pas été pris de court. On a eu le temps de se préparer. S'est-on seulement préparé? Non. Apparemment, non. Aujourd'hui, la gestion... Comme les Américains. Comme les Américains. Oui, on peut se référer aux exemples de médiocrité. Vous choisissez toujours les mauvais exemples. Bien sûr. Mais choisissez les bons exemples, Maître Achou. Bien sûr, les États-Unis, l'Italie, c'est précisément les mauvais exemples. Vous auriez pu parler du Rwanda à côté de nous, ou même du Gabon. Permettez que je continue. Prenons les bons exemples pour avancer. Ce qui compte, ou même la Chine. Prenons les bons exemples. En tout cas, on n'a pas été pris le coup. On a vu venir. On pouvait se préparer, on ne s'est pas préparé. Et on a vu, comme ça, la situation nous atterrit sur le visage, comme si on avait des raisons d'être surpris. Alors qu'on n'avait aucune raison d'être surpris par ce qui nous est arrivé. Aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement, dans sa communication, navigue. Je dis bien navigue, parce qu'elle n'est pas précise, elle n'est pas ferme sur le type de riposte. J'aimerais bien que le ministre de la Santé, ou alors que le gouvernement nous dise quelle est l'option stratégique de riposte choisie par le Cameroun. Parce qu'on a du mal à la définir, à la décrire. Parce qu'elle navigue, elle va, à un moment donné, elle semble aller à gauche, puis elle va à droite. Est-ce que c'est le confinement? On sait déjà au moins une chose, ce n'est pas le confinement général. Mais est-ce que c'est le confinement partiel? Pas véritablement. On se serait attendu dès le début, lorsqu'on avait les premiers cas, Douala, Yaoundé puis Bafoussam, que l'on confina par exemple Douala, Yaoundé et Bafoussam, un peu comme le Nigeria a fait un confinement d'Abuja et de Lagos. On aurait pu opérer de cette façon qu'on n'aurions pas eu les résultats, les cas confirmés actuels. Si on avait fait un confinement partiel de villes où on a des personnes qui sont arrivées et qui sont testées positives. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Bon, aujourd'hui, on avance au cas par cas. Aujourd'hui, j'ai écouté, il y a quelques heures, hier ou avant-hier, le ministre de la Santé, par rapport à la question du protocole. Parce que c'est une question de fond qui est posée. Quel est le protocole que le gouvernement camerounais utilise pour ses malades? C'est vrai qu'il n'est pas resté. Il n'a pas détaillé, mais il dit qu'il a signé un document
qu'il a envoyé dans les hôpitaux, et c'est ce que les médecins suivent, puisque il faut distinguer le cas d'un malade critique, d'un malade sévère et d'un malade ordinaire qui ne nécessite pas d'être hospitalisé. Nous sommes d'accord avec lui là-dessus. Mais nous persistons sur la difficulté que nous avons à décrire, à qualifier, à catégoriser le type de riposte que nous avons. J'ai été heureux d'une chose que le ministre de la Santé a dite récemment. Il a dit, et il a bien fait, parce que c'était lors d'une conférence de presse, je ne suis pas concerné par le fonds de solidarité. Je ne signe aucun document concernant le fonds de solidarité. C'est le secrétaire d'État qui est chargé de la santé, des épidémies, et un autre responsable chargé des affaires financières au niveau des centres des urgences. Pourquoi est-ce que nous disons que cette déclaration est forte et importante? Parce que nous connaissons très bien comment fonctionne le Cameroun. Parce que si demain, on assiste à une gabegie, à une mauvaise gestion du fonds de solidarité public, le fonds de solidarité nationale, je connais au sein du gouvernement même certains membres qui auront tout fait de dire que leur collègue, le ministre de la Santé, a été un mauvais gestionnaire. J'ai dit, il a bien fait de préciser que sa signature ne figure pas. Il s'occupe des questions de stratégie. Mais sauf que je l'interpelle sur la nécessité de préciser quelle est la stratégie nationale de riposte camerounaise. Il n'y a pas de réponse à ça. Bon, vous avez dit, je l'ai dit également. Sortir rapidement puisqu'on en a fait. Oui, la gestion est tatillonne parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont le sentiment que on avance d'un pas, on recule de 2 pas. On nous a annoncé la rentrée scolaire pour les enfants le 1er juin. Mais nous avons été totalement ébahis lorsqu'un communiqué signé par le secrétaire général des services de la présidence nous dit qu'il n'y aura pas de fête du 1er mai, il n'y aura pas de fête nationale. Fête publique. Célébration. Pas de célébration. L'expression, il n'y aura pas de célébration publique. Oui. Nous pensons que cette décision n'est pas du tout de nature à encourager les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école le 1er juin. Parce qu'en 10 jours ou en 11 jours, il n'est pas certain que nous puissions décréter, parce que ça ne se décrète pas, la fin du coronavirus, parce que ça ne dépend pas de nous, c'est une guerre asymétrique que le coronavirus nous mène. De deux, nous pensons que c'est l'une des rares fois, sinon la première fois, en tout cas depuis que je vis, que je n'assiste pas à une célébration nationale du 20 mai. Il faudrait bien qu'on nous l'explique. Parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, comme le Sénégal, il y a eu des cérémonies, même si ce n'était pas des cérémonies entières. On a eu des cérémonies symboliques qui n'ont pas duré. Le chef de l'État était là, il y a eu l'armée, il y a eu la police, mais il n'y avait pas tout le monde. Le Rwanda a commémoré le génocide en plein coronavirus. Également une cérémonie. On se serait attendu que symboliquement utiliser cet argent pour Monsieur Barista Dieu le sache. Combien de dépenses vous avez faites? Alors ça permettra l'État d'économiser. Vous n'êtes pas content qu'on va économiser pour faire le coronavirus avec? Oui, ça permettra d'économiser beaucoup de milliards, notamment pour les champagnes. Ça n'a pas été dit dans le communiqué. Alors on évite les célébrations. Alors je voulais juste préciser. Il y a beaucoup de malentendus ainsi. Il faut dissiper les malentendus. Ça ne rassure pas. Alors, Edmond, il y en a qui ont indiqué, je crois qu'en 1984, au lendemain du coup d'État d'avril 84, la célébration du 20 mai n'a pas pu avoir lieu au Cameroun. Et c'était, je crois, la première et la dernière fois qu'il n'y a pas eu de célébration publique du 20 mai. Et puis, la deuxième chose, il faut peut-être rappeler, après la réunion du comité interministériel, on a appris après l'exposé du ministre de l'enseignement secondaire et des autres, on a appris qu'on va réfléchir sur les modalités. Il pourra avoir un système de mi-temps ou un système de rotation pour permettre que les effectifs pléthoriques soient observés dans les classes et qui peut être une source de propagation du virus puisse être maîtrisé. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on reviendra certainement dans d'autres éditions de droit des réponses. Et je souhaite que les syndicats des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur soient associés à la recherche des solutions véritables. Très bien. Continuer les cours après ou pas. Merci Edmond Kamgia d'avoir été avec nous ce dimanche dans le cadre de cette émission de droit des réponses. Vous êtes journaliste et éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant du droit des réponses. Merci également à vous, Maître Jules Sachou, d'être venu sur ce plateau. Merci, avocat au barreau du Cameroun et militant du RDPC. Merci, Maître Roland Diouf, d'être venu. Merci, monsieur. Avocat au barreau du Cameroun et militant du MRC. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit des réponses. Excellent dimanche à tous et à très bientôt.